Et cette réunion est en cours d'enregistrement, c'est normal, hein. Et donc, ce 10e petit déjeuner, c'est en fait la démonstration qu'un travail de partenariat avec la coalition éducation, c'est-à-dire avec vous toutes et vous tous, eh bien, fonctionne et fonctionne très bien même. Et donc, ça, c'est une fierté en termes de partenariat pour l'AFD. Et je sais que c'est aussi une fierté pour la coalition éducation qui rassemble aujourd'hui plus de 20 membres dans ce collectif de plaidoyer et de valorisation des pratiques des ONG qui travaillent sur l'éducation au niveau international. Donc, un grand bravo pour ce travail commun. Aujourd'hui, notre thématique, c'est éducation et financement. Donc, c'est toujours important de s'intéresser au cordon de la bourse, hein, surtout que les enjeux sont importants. Je laisserai Léa parler des difficultés que nous venons de vivre sur l'éducation. Les, les chiffres sont un petit peu renversants, hein. On a eu avec la crise sanitaire des centaines de millions d'enfants qui ont été impactés. Et donc, Léa va nous faire un peu une présentation du contexte et des enjeux. Ces petits déjeuners, c'est le travail d'une équipe. Donc, pour l'AFD, c'était moi jusqu'à maintenant. Je vous annonce que je vais voguer vers de nouvelles aventures pour l'AFD du côté du Bénin. Et c'est Eugénie qui va reprendre le flambeau pour l'AFD. Et puis, il y a toujours du côté de la coalition Léa et Clémentine, avec qui c'est un vrai plaisir de travailler. Et puis derrière, tout le comité de pilotage et la mobilisation des membres de la coalition sur ces petits déjeuners. Voilà, les champions, c'est parti. Léa, à toi la parole. Merci Martin. Et merci donc à tout le monde pour votre participation donc à ce champion de l'éducation qui va être donc dédié aux enjeux de financement de l'éducation et qui portera plus particulièrement donc un regard sur l'aide française à l'éducation et un des mécanismes principaux de coordination et de prise de décision concernant l'allocation de l'aide sur le terrain, que sont les groupes locaux des partenaires de l'éducation, à travers l'exemple du Niger, pays dans lequel donc, il y a beaucoup d'organisations de la société civile française qui sont impliquées, mais également la France, y compris à travers l'Agence française de développement. Donc, il est important de rappeler en élément contextuel que le déficit annuel pour atteindre l'objectif de développement numéro 4 d'ici 2030 dans les pays à revenus faibles et à revenus intermédiaires s'élève à 148 milliards de dollars. Et les coûts supplémentaires découlant donc de la crise éducative liée à la Covid-19 risquent, selon l'UNESCO, d'accroître ce déficit de financement d'un tiers. Et également, selon Save the Children, 2/3 des pays à faible revenu ou intermédiaire ont réduit leur budget éducatif depuis le début de la pandémie. Dans ce contexte, la communauté internationale et donc les acteurs de l'aide au développement ont bien entendu un rôle essentiel à jouer pour renforcer donc, les tendances actuelles et placer l'éducation au cœur des efforts de solidarité, en complémentarité et en appui à la mobilisation des ressources domestiques qui reste l'élément clé de la transformation vers des systèmes éducatifs de qualité et inclusifs. Dans un mois se tiendra donc un temps fort du financement de l'éducation avec le sommet mondial pour l'éducation qui se tiendra les 28 et 29 juillet 2020 et 21, pardon, et qui vise à collecter 5 milliards de dollars pour le partenariat mondial pour l'éducation, qui est un fonds multilatéral entièrement dédié à l'éducation dans les pays en développement, et qui vise à récolter cette somme sur les 5 années à venir pour aider plus de 90 pays qui rassemblent 80% des enfants non scolarisés dans le monde. Donc, on note également aussi que la France a vraiment fait de l'éducation une des grandes priorités de son quinquennat.
Il y a eu une augmentation des efforts financiers en faveur de l'éducation dans le cadre de la politique internationale de la France. Et aujourd'hui, la question qu'on vous propose d'aborder, c'est comment nous, parties prenantes de l'éducation, donc y compris acteurs institutionnels, organisations de la société civile, académiques, acteurs privés, on veille à ce que l'aide à l'éducation soit bien orientée vers les besoins prioritaires des populations et des pays partenaires, et comment aussi on renforce notre collaboration à travers les groupes locaux des partenaires de l'éducation pour répondre à cet objectif. Voilà, du coup, je vais laisser la parole à Clémentine qui va modérer ce petit déjeuner. Merci beaucoup, Léa. Merci à tous pour votre présence. Et donc, un petit point de logistique juste avant de vous présenter nos intervenants. Comme l'a précisé Martin, n'hésitez pas tout du long des interventions à poser vos questions dans la chat box, ce qui nous permettra ensuite de les poser aux différents intervenants et intervenantes à la fin de leur présentation. Donc, cette thématique aujourd'hui va s'articuler autour de 3 intervenants. D'abord, Mathieu Croux, qui est responsable capitalisation et évaluation à Aide et Action qui est le chef de file de la coalition éducation. Nous avons aussi Julie Maline, qui est chargée de mission éducation formation à l'AFD au Niger, et Ilyas Alousseini, qui est président de ASSO Éducation pour tous au Niger. Donc aujourd'hui, notre champion de l'éducation va s'articuler autour de plusieurs problématiques, notamment les orientations budgétaires de la politique de coopération éducative de la France sur 2019 et leurs évolutions. Également, les priorités éducatives au Niger, y compris de l'AFD. Comment la société civile et les bailleurs sont-ils impliqués dans les groupes locaux des partenaires de l'éducation au Niger, qui est le principal organe de coordination et de prise de décision sur l'aide à l'éducation dans le pays, et dans quelle mesure le groupe local des partenaires de l'éducation permet-il d'orienter la politique éducative du Niger. Et donc, je laisse la parole à Mathieu Croux. Je te laisse prendre le micro et présenter ton intervention. Merci. Clémentine, bonjour à toutes et tous. Je vais partager mon écran avec vous. Et si j'ai bien retenu, je dispose de 10-12 minutes, c'est ça? Ok, c'est parti. Bon, je suis ravi de vous présenter aujourd'hui ce qui est la 6e édition de l'Observatoire de l'aide française à l'éducation dans les pays en développement, un document d'analyse annuel de la coalition éducation qui décortique un petit peu l'aide à l'éducation qui est déclarée par la France au comité d'aide au développement de l'OCDE. C'est donc sur les chiffres de l'OCDE que nous nous basons pour produire ce rapport. Il y a toujours un petit décalage temporel entre le moment effectif des dépenses et puis la disponibilité des chiffres. Donc cette édition 2021, elle est basée sur les chiffres 2019. Le document, il va sortir dans quelques jours. Il viendra cette année avec une nouveauté qui est un annexe consacré à l'aide au développement des collectivités territoriales françaises, une petite analyse de cet acteur-là. Mais en attendant la sortie finale du document, je vous propose un petit peu une présentation des chiffres et des éléments d'analyse clés ce matin autour de 4 axes qu'on va balayer assez rapidement. Le premier axe qu'on aborde dans cet observatoire, c'est de donner un petit panorama de que contient l'aide bilatérale à l'éducation qui est déclarée par la France à l'OCDE. Et on a eu cette année l'ambition d'être un petit peu plus détaillé dans les chiffres qu'on présente, de donner un panorama un peu plus complet et didactique. Et donc, vous voyez ici ce qu'est la structure de l'aide à l'éducation de la France, dont on voit qu'elle est divisée en 3 principaux montants ou catégories. D'abord, les bourses et les frais d'écolage pour l'accueil des étudiants étrangers dans le système éducatif français d'enseignement supérieur. Ensuite, les interventions de type projet d'aide au développement et notamment celles qui sont financées par l'AFD. Et enfin, les différentes dépenses liées à plus de l'assistance technique ou de l'expertise. C'est ces trois gros blocs qui vont former le cœur de l'aide au développement de la France. Vous voyez ici Mathieu, si tu peux parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. D'accord, Martin, c'est bien noté. Est-ce que ça va mieux? C'est parti.
Il y a deux éléments d'analyse sur lesquels je voudrais m'arrêter ici sur ce tableau. Le premier, c'est l'évolution à la hausse des subventions allouées à l'éducation à travers l'Agence française de développement. On s'en félicite à la coalition éducation. On est à peu près à plus 20% entre 2017 et 2019. Et le deuxième élément d'analyse qu'on propose ici, c'est que malgré cette hausse ici qu'on salue, il y a un déséquilibre qui perdure dans la structure même de l'aide à l'éducation qui est déclarée par la France et qui est liée à la comptabilisation de trois types de montants que nous, à la coalition, on trouve contestable de considérer comme de l'aide à l'éducation. D'abord, les bourses et écolages alloués à des étudiants étrangers étudiant en France. Ensuite, les coûts du système éducatif français de Wallis et Futuna, qui sont comptabilisés pour près de 60 millions d'euros dans l'aide à l'éducation. Et enfin, les subventions qui sont versées aux établissements scolaires français à l'étranger, qui n'accueillent pas forcément les étudiants les plus dans le besoin dans ces pays-là. Si on cumule ces trois montants, on est à 80% de l'aide à l'éducation de la France, qui nous paraît, nous, contestable à la coalition éducation. Si je m'arrête un petit peu sur les bourses et les frais d'écolage, la France, c'est le seul pays qui en déclare autant avec l'Allemagne. Même si la comptabilisation de ces dépenses, elle est permise par les critères du CAD de l'OCDE, environ la moitié des pays membres du CAD choisissent de ne déclarer que leurs bourses et pas les frais d'écolage. Et un certain nombre de pays, vous les voyez ici, Australie, États-Unis, Finlande, Islande, n'en déclarent aucun, considérant que ces dépenses-là ne sont pas de l'aide au développement. Les recommandations de la coalition éducation sur la structure globale de cette aide à l'éducation, c'est de ne déclarer au titre de l'APD éducation que les bourses et les frais d'écolage qui ciblent les 19 pays considérés comme prioritaires pour la politique de coopération française, et donc de cesser de déclarer les bourses et écolages aux autres pays, les subventions aux établissements scolaires français à l'étranger et les coûts du système éducatif à Wallis et Futuna. On ne remet pas en cause l'existence de ces dépenses, bien entendu, simplement leur comptabilisation au titre de l'APD. Le deuxième élément sur lequel on s'arrête dans l'Observatoire, c'est une analyse un petit peu du continuum éducatif et de la répartition de l'aide à l'éducation de la France entre les différents niveaux d'éducation. Cette année aussi, on propose ce tableau et ce panorama un petit peu plus large de la répartition de l'aide entre tous les sous-secteurs éducatifs. On voit là aussi un déséquilibre en faveur du post-secondaire et de l'enseignement supérieur. Et le chiffre que nous, on calcule et sur lequel on s'arrête, c'est le pourcentage de l'aide qui est alloué à l'éducation de base. Il est de 18% en 2019, soit 240 millions de dollars. C'est moins que la plupart des pays membres du CAD. Vous voyez ici un petit peu la plupart des grands donneurs du CAD font un petit peu mieux que la France. Alors, bien entendu, cette analyse-là, vous l'aurez sans doute compris et déduit du slide précédent, elle est faussée par la comptabilisation de ces bourses et écolages aux étudiants internationaux qui, du coup, gonflent les montants à l'enseignement supérieur au détriment des autres secteurs. Ça souligne un petit peu l'importance de ces premières recommandations que je mentionnais tout à l'heure, de ne pas déclarer ces montants qui faussent un petit peu l'aide et qui faussent les autres analyses qu'on peut faire. Je pense cette année, c'est la première fois qu'on le fait pour donner une visibilité un petit peu plus grande sur la réalité du cœur de l'aide, c'est-à-dire des subventions qui transitent pour l'essentiel par l'Agence française de développement. Cette année, on a inclus dans l'Observatoire les chiffres qui sont publiés par la division éducation de l'AFD sur les montants et les engagements qui transitent par cet acteur-là, parce qu'on est vraiment dans ce que nous, on considère le cœur de l'aide et des subventions. Dans l'Observatoire, on publie les chiffres 2019, mais du coup, j'ai vu que le bilan 2020 de la division éducation était sorti, donc je me suis permis d'en reprendre quelques chiffres ici, qui portent sur les nouveaux engagements en 2020 de l'AFD dans le secteur éducatif. 269 millions d'euros de nouveaux engagements en 2020, donc 43%
sur le Sahel et qui se répartissent, comme vous le voyez, en subventions, en une part de prêts souverains et en une part de délégation de fonds du Partenariat mondial pour l'éducation qui sont gérés par l'AFD dans certains pays. Ce bilan, il est très intéressant et nous, on le salue à la coalition, même si c'est vrai que pour autant, la comparaison avec les autres chiffres qu'on présente dans l'Observatoire, elle n'est pas aisée et qu'elle peut générer un petit peu des décalages pour deux raisons. La première, c'est des raisons techniques. On est ici sur des chiffres 2020 versus 2019 qui sont exprimés ici en euros alors qu'ils le sont en dollars, avec une définition de l'éducation de base qui est un petit peu différente et qui donc génère des différences de calcul. Et puis par ailleurs, parce qu'on ne se base pas sur le même spectre, ici on regarde les engagements de l'Agence française de développement qui ne sont pas tous de l'aide publique au développement bilatéral, puisqu'il y a notamment, vous le voyez, ces délégations de fonds du PME qui ne sont pas de l'aide française à proprement dit. Donc la comparaison entre les deux types de données n'est pas forcément faisable à tous les niveaux. Mais on a ce dialogue avec la division éducation depuis un an, je pense, sur un petit peu ces chiffres de l'APD qui a été très productif et qui sera sans doute à approfondir pour donner une meilleure visibilité de l'évolution des subventions allouées à l'éducation et pour suivre un petit peu notamment l'engagement présidentiel d'allouer 100 millions d'euros supplémentaires à l'aide bilatérale à l'éducation qui avait été pris en février 2018 à Dakar. Voilà un petit peu sur cette question du continuum éducatif et de la répartition de l'aide entre les secteurs. La coalition importe 3 recommandations. D'abord, le fait de consacrer entièrement les nouveaux montants d'APD éducation à l'éducation de base dans les pays à faible revenu et les États fragiles. Par cette priorisation-là, d'arriver progressivement à ce que la part de l'aide bilatérale à l'éducation qui est allouée à l'éducation de base atteigne progressivement 50%. On est à 18 aujourd'hui, je vous le rappelle. Et puis, plus largement, la coalition s'inscrit dans le plaidoyer international porté par la campagne mondiale de l'éducation dont nous sommes membres, qui suggère d'allouer 20% de l'aide au développement global à l'éducation. On est à peu près à 15% aujourd'hui en France. Rapidement, troisième thématique qu'on aborde dans l'Observatoire, c'est celle de la répartition géographique de l'aide. On observe depuis 2017, vous voyez, c'est les lignes qui sont surlignées en violet, une légère hausse des montants vers l'Afrique subsaharienne, les pays prioritaires et le Sahel, qu'on salue à la coalition éducation, mais une répartition globale qui est toujours un petit peu, qui ne priorise pas assez selon nous les pays prioritaires qui ne reçoivent que 21% de l'aide. On peut penser que cette répartition, elle est faussée à nouveau par la comptabilisation des bourses et des écolages, puisque la plupart des étudiants que nous accueillons en France, ils viennent de Chine, du Maghreb ou de pays émergents, et non pas d'Afrique subsaharienne. Pour autant, même si on décompte les bourses et les écolages et qu'on se concentre sur l'éducation de base, seulement 28% de l'aide à l'éducation de base est dirigée vers les pays prioritaires. Donc le déséquilibre, il persiste malgré le fait que l'aide soit faussée par la comptabilisation de certaines dépenses. La recommandation de la coalition éducation en termes de répartition géographique, c'est de concentrer les subventions vers les pays prioritaires de l'aide au développement et de mettre la priorité dans ces pays sur l'éducation de base. Et je vois que le temps passe, donc je termine avec un dernier point d'analyse qu'on propose dans l'Observatoire. C'est celui de regarder non plus l'aide bilatérale à l'éducation de la France, mais l'aide multilatérale. Alors la France, elle contribue à un grand nombre de fonds multilatéraux, notamment des fonds qui agissent dans plusieurs secteurs, comme la Banque mondiale, l'UNICEF ou l'Union européenne. Mais ce n'est pas forcément facile de suivre l'aide à l'éducation dans ces fonds, puisque la France y fait une contribution générale qui est ensuite répartie entre les différents secteurs dans lesquels interviennent ces organismes et ces fonds. Donc ce qu'on regarde, nous, dans l'Observatoire, c'est l'aide multilatérale à l'éducation qui transite par les fonds uniquement dédiés à l'éducation, parce que là, on arrive un petit peu plus facilement à suivre la contribution de la France. Il y en a deux, ces fonds. Le premier qu'on observe, c'est le Partenariat mondial pour l'éducation, pour lequel, comme le disait Léa, c'est une année importante puisqu'il reconstitue ses fonds.
Sur la période 2018-2020, la France s'est placée comme le 5e contributeur du fonds et donc comme un contributeur essentiel après plusieurs années d'engagement très faible de la France. Alors, à notre connaissance, aujourd'hui, la France, elle n'a honoré que 155 millions d'euros sur les 200 millions qu'elle s'était engagée à Dakar en 2018. Ça reste pour autant une contribution significative. Et on a appris récemment que la France s'est engagée sur la période de 2021-2025 à un apport de 333 millions d'euros. C'est un petit peu moins que ce qu'on estimait à la coalition. On suggérait un apport de 500 millions. On verra ce qui se confirme d'ici au sommet fin juillet. Le deuxième fonds qu'on observe à la coalition éducation avec attention, c'est le fonds Education Cannot Wait, qui se concentre sur l'éducation dans les situations d'urgence. C'est des situations qui aujourd'hui touchent 75 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde, et c'est une priorité pour nous aussi. La France n'a pas été traditionnellement un des plus gros contributeurs du fonds, mais elle a récemment annoncé une contribution de 4 millions d'euros en 2021, dont 2 millions fléchés sur le Liban et 2 millions fléchés sur le Sahel. C'est un joli signe d'engagement de la France, on trouve, à la coalition. On appelle à l'amplifier dans les prochaines années pour arriver un petit peu à l'échelle d'autres grands pays donateurs. Et on appelle à une contribution de 40 millions de dollars de la France sur les 4 prochaines années. Mathieu, je te confirme que le temps passe. Eh bien, il est fini en plus. Donc, moi, justement, j'arrive à la fin de ce que j'avais à dire. Voilà un petit peu le panorama. Il y a plus de données, plus de détails dans l'analyse, dans le document qui sortira ces prochains jours. Mais voilà pour ce que je pouvais vous dire ce matin. Merci Mathieu. Merci beaucoup Mathieu. Et juste avant de passer au regard croisé entre l'AFD au Niger et l'Asso Éducation pour tous, Eugénie va nous présenter quelques éléments bilan du dispositif Initiative OSC sur l'éducation. Eugénie, je te laisse la parole. Merci Clémentine, bonjour à toutes et à tous. Bon, déjà, je suis ravie d'être parmi vous et de reprendre le flambeau après Martin pour cette belle collaboration entre l'AFD et la coalition éducation. Peut-être un petit éclairage sur le dispositif Initiative OSC, qui est un dispositif géré à l'AFD et piloté par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est distinct des financements dont on vient de parler, il me semble, dont a parlé Mathieu sur l'AFD, parce que ce sont des financements qui transitent par les OSC françaises sur proposition de projet de ces dernières. Un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, Eugénie. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Est-ce que c'est mieux comme ça? Off. Donc, sur les 3 dernières années, entre 2018 et 2020, on a observé une progression des financements initiatives OSC qui ont transité par les OSC françaises. On était en 2018 à 7% de notre enveloppe totale, soit 6 millions d'euros, en 2020 à 21% qui en fait le premier secteur financé par le dispositif Initiative OSC aux côtés du secteur de la santé. Donc, tout ça parce que les OSC françaises nous ont aussi proposé plus de projets dans le secteur et on s'en félicite avec elles. Sur les géographies, les financements Initiative OSC sur le secteur de l'éducation, on est à peu près à 65% Afrique, dont une majorité en Afrique subsaharienne sur un peu plus de 35 millions d'euros de cofinancement AFD sur 25 projets en 2020. Les secteurs que recouvrent ces financements, on est avant tout sur de l'accès à l'éducation et de l'éducation inclusive, de l'amélioration des conditions d'apprentissage et de la qualité de l'éducation, et également sur de la formation professionnelle et de l'insertion des jeunes avec tout ce qui est renforcement des capacités des jeunes, appui aux dispositifs de formation professionnelle, et également, de manière minoritaire, mais je tenais à le souligner, de la structuration de filières d'éducation non formelle. Donc, je sais que ça a fait l'objet de plusieurs discussions à la coalition, lors des champions de l'éducation. Et puis, peut-être sur le Niger, c'est vrai que ces dernières années, on a eu peu de projets éducation, mais en 2021, on aurait potentiellement 3 nouveaux projets qui sont encore en cours d'instruction, donc à voir où ça nous amène. Merci beaucoup Eugénie et je laisse la parole à Léa Rambaud juste avant nos intervenants suivants. Merci Clémentine.
Donc, oui, juste pour rajouter, l'Observatoire, c'est une publication annuelle qui est produite par la Coalition Éducation. Et cette année, qui se concentre principalement sur une analyse détaillée et chiffrée de l'aide à l'éducation. Et donc, on a bien conscience que c'est une analyse purement quantitative. Et comme on souhaite renforcer notre plaidoyer sur le volet qualitatif de l'aide à l'éducation, on a essayé, en tout cas, on s'est interrogé au sein de la coalition éducation, comment nous, organisation de la société civile, on pouvait essayer d'avoir un regard un peu plus qualitatif de l'aide. Et on s'est dit voilà, qu'on allait essayer de comprendre comment fonctionnaient les groupes locaux des partenaires de l'éducation, en faisant notamment une étude de cas sur le Niger et en nous rapprochant de nos partenaires locaux, y compris donc, du bureau régional de l'AFD, pour comprendre un peu ce mécanisme de coordination et de prise de décision, et voir comment, ensemble, nous, autant organisation de la société civile, AFD, on pouvait vraiment réfléchir à comment renforcer cette instance de collaboration et qu'est-ce qu'on pouvait faire, en tout cas, pour davantage coopérer, pour veiller à ce que l'aide à l'éducation réponde bien aux besoins prioritaires des populations et avoir un regard un peu plus qualitatif. Et aussi, on souhaitait souligner que, donc, effectivement, la coalition éducation porte un plaidoyer auprès des institutionnels français en tant qu'organisation de la société civile française, mais s'inscrit aussi très largement dans une démarche internationale et porte vraiment un plaidoyer conjoint avec les pays partenaires, mais aussi avec les organisations de la société civile des pays partenaires, mais aussi avec les OI et les organisations des pays donateurs auprès de la communauté internationale et continuera de le faire. Donc, en tout cas, toutes les actions de plaidoyer qui sont menées par la coalition éducation s'inscrivent vraiment dans des discussions et des échanges internationaux. Et on est vraiment dans un objectif de co-construction. Alors, on sait que la publication de l'Observatoire, elle est assez incisive, mais l'objectif, c'est vraiment de collaborer avec les institutionnels français, internationaux, pour faire en sorte qu'ensemble, on travaille sur la qualité de l'aide à l'éducation. Donc, voilà. Du coup, je laisse la parole et les interventions qu'on va avoir à la suite de l'AFD vont permettre de nourrir le travail qui sera fait sur le groupe légal des partenaires de l'éducation au Niger et qui sera aussi intégré dans la publication de l'Observatoire qui sera publiée la semaine prochaine. Il est 9h29, donc place au Niger. Place à Julie Maline de l'AFD. Je te laisse le micro. Ok, merci. J'espère que vous m'entendez bien depuis Niamey. On n'a pas la vidéo malheureusement, mais on est quand même bien là avec vous. Alors peut-être du côté du Niger, je pense que ce qui a été constaté sur les chiffres, c'est véritablement en termes de financement, c'est véritablement constaté au Niger, puisqu'on a vu entre 2017 et 2020 des augmentations quand même assez importantes de nos financements. Avant de venir peut-être sur les priorités du Niger et priorités de l'AFD, peut-être c'est quand même important de rappeler quelques chiffres pour bien comprendre de quoi on parle sur le secteur de l'éducation ici. C'est un secteur qui globalement s'est vraiment développé depuis 2010-2014, mais qui connaît quand même des difficultés importantes et qui persiste sur l'accès et le maintien à l'école des élèves. Je parlerai surtout de l'éducation de base, puisque vous avez mis un accent fort là-dessus depuis le début des discussions. Ce qu'il faut retenir sur le Niger, c'est que globalement, sur 10 élèves, 10 enfants qui devraient rentrer à l'école, en fait, il n'y en a que 8 qui entrent à l'école.
Sur ces 8, vous en aurez 6 qui vont arriver jusqu'au CM2 et seulement 4, donc une grosse partie, une grosse déperdition entre le primaire et le collège, vont entrer en 6e. Et là, 3 arriveront en 3e et seulement 1 en terminale. Donc, on est vraiment sur des difficultés d'accès et de maintien qui se confirment sur ces parcours éducatifs et avec des plus grandes difficultés encore pour des enfants en milieu rural, pour les filles, évidemment. Et voilà, la proportion, on a aussi une grande proportion d'élèves qui est hors du système. C'est le pays où on a les plus faibles taux d'enfants scolarisés au primaire. Peut-être aussi sur la partie qualité, dire un mot des résultats éducatifs ici. Alors, on a récemment une nouvelle enquête sur la qualité de l'éducation qui devrait sortir avec un rapport national qui est attendu prochainement sur la qualité de l'éducation au Niger. Mais globalement, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, il y a 90% des élèves qui ne maîtrisent pas les compétences de base ici, que ce soit en 2e année du primaire ou en dernière année du primaire, que ce soit en langue ou en mathématiques. Donc ça, c'est les conclusions de l'étude PASEC 2014 qui nous montrent aussi que toutes ces difficultés sur la partie qualité de l'éducation. Et puis, peut-être... pour ajouter à ce panorama, il ne faut pas non plus oublier les questions de vulnérabilité et de crise que peut connaître le pays avec des crises, que ce soit un système éducatif qui est très touché par les crises, que ce soit sécuritaires, alimentaires, des crises climatiques avec les inondations qu'on a connues l'année passée. Donc déjà, on est dans un contexte avec beaucoup de contraintes, beaucoup de défis. Et donc des priorités, la nécessité de prioriser devient extrêmement pertinente et importante. Donc les priorités ici, elles sont définies dans une politique, un plan sectoriel. Elles étaient assez larges. Depuis 2014, on essaye au Niger de ne plus embrasser seulement l'éducation de base, mais de travailler sur un continuum éducatif. Et en 2020, il y a eu un resserrement de cette politique éducative avec des sujets clés. Donc, je parlais tout à l'heure de la nécessité de prioriser. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là du gouvernement nigérien, que d'arriver à vraiment identifier les points, les effets, les points de réforme qui auront des effets de levier sur le système. Et il a été mis en place une stratégie sectorielle que l'on a dit de plus court terme, transitoire, qui s'étend de 2020 à 2022. Donc, le but de ce plan transitoire du secteur, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, de poser des bases pour pouvoir construire, de prioriser, de poser des jalons importants pour être capable d'avoir une stratégie plus long terme par la suite, quoi. Après 2022, en ayant travaillé sur des points clés, on pourra avoir une vision plus long terme de ce que pourrait, de l'évolution du système éducatif nigérien. Donc, il y a des points, il y a des bases à poser, notamment en matière de gestion des flux des élèves, de processus d'orientation, parce qu'on sait qu'il y a chaque année énormément, c'est environ entre 800 et 900 000 élèves qui rentrent chaque année dans le système éducatif nigérien, avec un énorme défi sur la démographie, donc un important travail sur les processus d'orientation et de gestion des flux, un important travail à faire sur la planification et notamment la base de cette planification, c'est véritablement d'avoir des chiffres de bonne qualité qui sortent régulièrement. Et puis, pour faire de la planification aussi, il y a quelques outils importants qui sont les objectifs du gouvernement, notamment la carte scolaire qui permet d'adapter l'offre éducative sur le terrain au plus près des établissements. Et puis, un travail sur la gestion des enseignants. C'est un énorme enjeu ici, à la fois pour que le Niger puisse
avoir, comme je le disais tout à l'heure, des écoles, des classes qui s'ouvrent avec des enseignants qui soient bien formés pour accueillir les élèves et leur permettre d'acquérir des compétences fondamentales. Il y a aussi, bien sûr, dans les orientations prioritaires, un travail sur le temps scolaire, qui est un gros problème ici au Niger, puisque l'école, en général, l'année scolaire se trouve réduite de près d'un tiers pour des raisons diverses, d'absentéisme, que ce soit des élèves, des enseignants, mais aussi des difficultés parce qu'il y a énormément de classes paillotes. Et que les intempéries ne permettent pas d'enseigner sous ces classes paillotes de manière continue sur toute l'année scolaire. En général, l'école commence un peu plus tard que les dates de la rentrée officielle, puisqu'il faut mettre en place ces classes paillotes, et se termine un peu plus tôt, puisque la pluie arrive assez rapidement et qu'il est difficile d'enseigner dans ces conditions. Voilà, en termes de qualité aussi, rappeler le focus qui a été mis par le gouvernement sur les classes où se font les apprentissages fondamentaux, donc notamment le CI, le CP, le CE1, et puis ce qui a été fait, c'est reproduit de la même façon en fait sur le premier cycle du secondaire, avec un focus sur les classes de 6e notamment. Voilà un peu pour les priorités éducatives. Donc l'AFD, en ce qui nous concerne, évidemment, on s'aligne totalement sur ce qui est priorisé et voulu par le gouvernement du Niger. On les accompagne du mieux possible. Cette stratégie qui a défini ces priorités, elle a été établie totalement de manière co-construite et partagée au sein notamment de cet organe qui est le groupe des partenaires locaux pour l'éducation. Et donc, derrière nous, on a des opérations qui sont totalement alignées là-dessus. Peut-être souligner quand même que l'AFD contribue au Niger à ce qu'on appelle un fonds commun sectoriel qui en fait est la traduction directe de cet alignement sur les priorités éducatives du gouvernement, puisqu'il est totalement intégré dans les budgets des ministères, et ils utilisent ça véritablement en complémentarité des financements du budget national. Donc, c'est particulièrement efficace dans la période actuelle où, comme vous le disiez tout à l'heure, les ressources, notamment sur le Covid, les ressources du budget national ont été quand même largement grevées. En tout cas, sur l'année 2020, on l'a vu très clairement, et sur l'année 2021, c'est une tendance qui semble se poursuivre. Donc voilà, depuis 2018, on a quand même travaillé à travers ce fonds commun sectoriel pour financer donc largement, évidemment, l'éducation de base, prioritairement. Et ça a permis, je peux citer quelques chiffres, notamment de construire plus d'une centaine de classes. On a plus de 20 000 tables bancs qui ont été acquis, plus de 20 000 enseignants qui sont formés chaque année à travers ce mécanisme-là. Et on apporte, ça c'est quand même une étape importante qui a été franchie en 2019, des financements directement dans les établissements, des subventions au plus près du terrain, là où se font les résultats éducatifs. Et ça, c'est à peu près 3 000 établissements financés chaque année sur l'éducation de base. Voilà un peu pour les priorités. Est-ce qu'il y a des questions, ou je continue sur les autres éléments directement? Peut-être qu'on peut s'arrêter là-dessus. Peut-être que le collègue nigérien de... Vous m'entendez, Julie? Ah, ok, d'accord. Oui. Mais juste, il vous reste 2 petites minutes. Ouh là là, ok. Eh ben, je vais aller rapidement sur le groupe local des partenaires pour l'éducation directement, alors. Voilà, ok, parfait. Le groupe local... Ok, on en a parlé rapidement. C'est un groupe assez large. Tout le monde est représenté, les ministères. Donc ici, c'est un secteur qui est assez éclaté, parce que on a quand même, on avait jusqu'à 2021 6 ministères. On en a maintenant 5 avec la nouvelle mandature qui démarre. Mais ils sont tous représentés au
groupe local, les partenaires, les syndicats, les ONG, mais ça, le collègue local pourra en parler mieux que moi, la société civile, évidemment. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces réunions du groupe local, elles sont quand même assez régulières. Moi, j'ai rarement vu un groupe fonctionner aussi bien dans les pays. Les ordres du jour sont partagés à l'avance, on a les documents à l'avance. Sincèrement, c'est quand même je dirais un lieu d'échange important et intéressant. Après, il est intéressant pour plusieurs raisons. Il est intéressant parce qu'il permet de coordonner les appuis des différents partenaires. Notamment, vous avez cité tout à l'heure les appuis du Partenariat mondial pour l'éducation, donc l'AFD au Niger, et ce qu'on appelle l'agent partenaire, donc le délégataire des fonds du Partenariat mondial pour l'éducation. C'est pour nous un lieu de dialogue important sur ce type de financement multilatéral. Et puis, on y diffuse de l'information, on travaille sur l'avancée des réformes, sur les actualités du secteur, donc la rentrée, les examens, etc. etc. Il est quand même assez ouvert, c'est-à-dire que tout le monde peut mettre des choses à l'ordre du jour. Il est assez écouté par les autorités nigériennes. Peut-être, donc il a quand même pas mal d'avantages et il nous a permis surtout sur le secteur, et ça c'est vraiment intéressant en termes de coordination, d'avoir aujourd'hui une programmation et un reporting partagé. Donc, on a, à travers ce groupe local des partenaires pour l'éducation qui est piloté par un des secrétaires généraux, donc actuellement le ministère de l'Éducation nationale, on a la possibilité de consolider nos programmations. Donc, que ce soit les bailleurs, que ce soit le gouvernement, que ce soit les ONG ou voilà, tout intervenant, même les acteurs locaux, donc les collectivités territoriales, puisque le secteur de l'éducation est largement décentralisé au Niger. On a chaque année une programmation qui est consolidée et qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur toute la coordination des programmes. Donc ça, c'est quand même une grande avancée depuis, ça fait maintenant quelques années qu'on arrive à régulièrement avoir ça et à avoir un dialogue là-dessus. Et voilà, avoir un suivi et un reporting aussi consolidé là-dessus. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a quand même des marges d'amélioration et un travail qui est fait actuellement. Je pense que au Niger, on a quand même un dialogue assez franc avec le gouvernement, en tout cas du côté des bailleurs de fonds. On est représenté côté partenaire technique et financier par l'UNICEF et son adjoint qui est l'Union européenne ici en ce moment. Et donc, on a largement demandé à ce que un travail soit fait avec le président du GPLE pour qu'on arrive à discuter davantage des réformes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de coordonner des appuis. Ça, c'est intéressant et on se rend compte qu'on n'y arrive pas trop mal. Mais il ne s'agit pas seulement de parler de l'avancement des projets. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on a réussi à tous s'inscrire dans une programmation conjointe où le gouvernement est capable de dire les réformes, de donner les grands axes de réforme qu'il souhaite mener, il faut qu'on arrive à parler plutôt de l'avancement de ces réformes. Et donc ça, c'est vraiment un enjeu, je pense, important et surtout au-delà de l'avancement, de la qualité de l'avancement des réformes, c'est-à-dire comment est-ce qu'elles se déploient et est-ce qu'on a mis toutes les chances de notre côté pour y parvenir et de quoi on aurait encore besoin. Donc ça, c'est vraiment un dialogue qui est, je dirais, en train de se recentrer autour de cette thématique et qui devrait avancer dans ce sens-là. Julie, c'est vraiment formidable. Il n'y a pas meilleure introduction pour la suite avec une présentation de l'acteur local de coordination. Je laisse la parole à Clémentine. Merci Martin, merci Julie, c'était très intéressant et très pertinent. Et nous laissons la parole à Ilias, qui est président de l'asso Éducation pour tous au Niger. Ilias, vous avez la parole. Merci Clémentine. Merci à la coalition France pour l'occasion que vous donnez à la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG qu'on appelle ASOEPT Niger, qui est une organisation de la société civile active en éducation
composée de syndicats membres de l'International de l'éducation, des ONG et associations œuvrant dans le secteur de l'éducation. Et ce qu'il faudrait rappeler dans toute présentation de la coalition ASOEPT, elle est membre du cadre de concertation de la société civile active en éducation, où elle joue le rôle du leader de ce grand cadre, qui regroupe les grandes structures membres de la société civile active en éducation. Nous sommes au niveau africain, membres du réseau africain des campagnes pour l'éducation en CFA, où moi-même je siège au sein du conseil d'administration. Nous sommes membres de la campagne mondiale pour l'éducation comme la coalition de la France. À ce niveau également, ASOEPT siège au sein du conseil d'administration où c'est moi-même qui siège au sein de ce conseil comme étant représentant de 39 coalitions africaines. Vous conviendrez avec moi que de par cette position de ASOEPT et son leadership au Niger, nous avons été désignés aux côtés de nos autres structures membres du cadre de concertation comme étant membres du groupe local des partenaires de l'éducation. Julie l'a dit, c'est vraiment un cadre très dynamique, un cadre très participatif auquel l'ensemble des acteurs de l'éducation se retrouvent, les ministères en charge de l'éducation, les partenaires techniques et financiers, la société civile active en éducation et le regroupement des syndicats de l'éducation. Quels sont les sujets que nous abordons au sein du GLPE? ASOEPT Niger, en tant que société civile, de par son expérience en matière d'éducation, intervient sur les thématiques de l'éducation en lien avec le programme sectoriel de l'éducation et de la formation et le plan de transition du secteur de l'éducation que Julie avait évoqué tout à l'heure. Nous intervenons également sur les questions d'ordre liées à l'accès, à la qualité, à la gouvernance du système éducatif et sur des questions spécifiques comme l'inclusion et la prise en charge de l'éducation en situation d'urgence, qui est aujourd'hui une préoccupation majeure dans nos pays et dans les autres pays du Sahel avec la crise sécuritaire. ASOEPT Niger intervient également sur toute question inscrite à l'ordre du jour de la réunion du GLP et peut également inscrire un point à l'ordre du jour pour discussion et décision. Julie l'a dit, vraiment c'est un cadre extraordinaire où l'ordre du jour est partagé, la documentation est partagée, un partenaire ou un membre du groupe local peut inscrire un sujet qu'il trouve intéressant et à partager avec les membres du LPE. Dans quelle instance intervenez-vous en tant que coalition? Dans quelle instance nous intervenons et avec quelle périodicité? ASOEPT Niger intervient au sein de différents groupes de travail du GLPE et participe aux réunions de pilotage et participe également au suivi de la mise en œuvre du programme sectoriel de l'éducation et de la formation. Parce que, comme vous le savez, en tant que structure de la société civile, c'est notre rôle régalien de suivi de la mise en œuvre de notre plan sectoriel de l'éducation et de la formation. ASOEPT participe également à la revue annuelle gouvernement PTF et société civile. À ce niveau, avant, on parlait également de la revue annuelle PTF gouvernement. Avec le dialogue institué au sein du GLPE, aujourd'hui, on parle de revue annuelle PTF gouvernement société civile dans le secteur de l'éducation. ASOEPT participe également aux autres cadres de concertation des acteurs éducatifs au niveau des régions. Tout à l'heure, Julie vous a parlé également de plans d'action consolidés. La décentralisation est beaucoup plus avancée dans le secteur de l'éducation. Chaque région élabore son plan d'action du PCF et la cellule qu'on appelle la CAMOS, la cellule qui coordonne la mise en œuvre du PCF, essaye de consolider les différents PA des régions. Le GLPE, je ne dirais pas
qu'il influence ou qu'il n'influence pas les décisions, mais c'est un cadre qui est composé des responsables des ministères en charge de l'éducation, notamment coordonnés par les différents secrétaires généraux. Maintenant, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui assure la présidence du GLP. Il y a les PTF, les OSC, les syndicats. Nous essayons à l'intérieur du GLP d'échanger, d'essayer de coordonner les différentes interventions, de donner des différentes orientations et suggestions et des conseils techniques dans la mise en œuvre de politiques éducatives au Niger. Certains exemples sont là où, grâce au GLP, aujourd'hui, on fait le suivi et l'analyse des plans d'action annuels de mise en œuvre du PCF. Et grâce à la réunion du GLP et l'influence du GLP, l'État du Niger a accepté aujourd'hui la révision des indicateurs du PCF à travers l'élaboration du plan de transition du secteur de l'éducation. Nous avons aussi l'expérience de la création de l'Agence nationale de financement et d'investissement aux collectivités territoriales, l'ANFIP, aujourd'hui, qui est aujourd'hui une entité décentralisée qui appuie les collectivités et qui appuie également le secteur de l'éducation. Toutes ces expériences ont été quand même examinées au niveau du GLP. Maintenant, la diversité des ONG ou des associations intervenant de l'éducation, comment est-ce que nous avons été choisis? Nous sommes aujourd'hui les leaders du cadre de concertation des OSC et il va de soi qu'en tant que structure fêtière, qu'on puisse aussi être membre du GLPE. Notre positionnement au niveau régional en tant que membre de ANCEFA, de la campagne mondiale, et surtout siégeant également au sein de ces conseils d'administration, et également structures qui participent au choix des représentants de la société civile au niveau du partenariat mondial, il est important pour nous, société civile, de se retrouver au sein du GLP, qui est un cadre fédérateur, un cadre d'échange, un cadre de coordination des acteurs de l'éducation au Niger. S'il y a un message que je pourrais passer aujourd'hui, la société civile, elle ne fait que plaider pour le respect des engagements que les pays ont pris à la dernière réunion de reconstitution de fonds du partenariat mondial qui s'est tenue à Dakar, et également le respect des engagements pris par les décideurs politiques, notamment la mise en place de 20%. Au Niger, c'est le nouveau président de la République investi a dit qu'il mettra jusqu'à 22% du budget national au secteur de l'éducation. Et également, un autre appel que nous pouvons faire, c'est qu'on puisse amener les autres bailleurs de fonds qui financent le fonds du partenariat mondial à véritablement respecter les engagements qu'ils ont souscrits. J'ai suivi l'introduction ou la présentation, même l'aide que la France avait prévu de faire n'a pas été atteint, ce qui a été annoncé à Dakar. Je pense qu'il est important qu'on continue à faire de la pression, on continue à faire du plaidoyer pour que l'aide soit respectée et les engagements souscrits soient également respectés. Il y a aussi un dernier point, c'est surtout l'accompagnement des OC, pour le suivi de l'aide au développement, parce que souvent, ça manque de moyens au niveau de la société civile nigérienne pour faire le suivi. Donc, je pense qu'on pourrait créer un lien entre la coalition de la France et la coalition du Niger pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler à l'échelle, enfin, d'assurer le suivi de l'aide budgétaire. Je vous remercie. C'était parfait. Merci beaucoup, Ilias. Très intéressant et très, très belle conclusion. On va passer aux questions, notamment pour Julie. On en a quelques-unes. Julie, du coup, on avait une première question à laquelle vous avez déjà pu répondre, notamment sur les stratégies d'éducation d'urgence, si elles s'inscrivent bien dans la stratégie court terme 2020-2022 dont vous avez parlé. Vous avez répondu en ligne en disant et en précisant qu'effectivement, ça s'inscrivait. Est-ce que vous souhaitez compléter ou pas?
peut-être juste un mot pour dire que ce n'est pas une stratégie seulement de gestion de l'urgence. Et ça, c'est important de le dire parce que l'urgence, une fois qu'elle est là, c'est toujours très compliqué. Donc, c'est aussi une stratégie de réduction des vulnérabilités. Et ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui est aussi également très important pour construire l'avenir, même en cas de crise. Donc, c'est quand même quelque chose qui n'est peut-être pas suffisamment dit dans toute la sous-région. Ça me paraissait important. Parfait, merci beaucoup. On avait une autre question aussi de Jean Kouassi de Cap Bridge qui demande, au vu de l'ensemble des problématiques énoncées dans la gestion de l'éducation au Niger, quelle est la priorisation numéro 1 en termes de solutions à court terme? Ça, c'est toujours très compliqué. Vous avez entendu les défis, c'est hyper compliqué. Après, à court terme, on sait qu'il y a tout un tas de facteurs, notamment sur les infrastructures et la qualité, qui sont des facteurs d'amélioration qui vont prendre des années. Donc, à très court terme, j'aurais tendance à dire question de base, notamment sur le pilotage, on a parlé tout à l'heure des statistiques, de la gestion des enseignants, qui sont des choses qui sont peut-être de plus court terme et qui permettraient d'améliorer les choses rapidement. Merci beaucoup. Et une dernière question d'Hélène Ernoul. Si les priorités sont développées sur le court terme, comment inscrivez-vous vos projets qui dépassent ce temps court? Est-ce que ça change, par exemple, des choses dans les projets qui sont appuyés? Non, ça ne change pas véritablement les choses. On a dans cette politique qui est assez effectivement courte des objectifs très clairs et très ciblés qui nous permettent de bâtir pour l'avenir en fait. Donc on n'est pas en train de réduire du coup les programmations qui sont faites à cet horizon-là. On sait que derrière, les besoins sont assez clairs. Hein. Une fois qu'on y aura mis en place une carte scolaire, qu'on aura les bonnes statistiques, il va de toute façon falloir construire, former des enseignants. Donc on n'est pas en train de réduire tout ça et ça s'articule très bien. On essaye et c'est juste que chaque année, on essaye justement de vraiment mettre l'accent sur ces priorités-là pour 2020 et 2022. Et ensuite, on pourra, espérons, passer à d'autres choses plus structurantes, enfin plus long terme pour le système, quoi. Merci beaucoup. Une question encore de Michel Perrault de Plan International. Le Niger a le taux de prévalence de mariage d'enfants le plus élevé au monde avec 76% des filles mariées avant l'âge de 18 ans. Quelle est la réponse apportée par l'AFD face à cet enjeu qui constitue un des principaux freins à l'éducation? Et ce sujet fait-il partie des priorités discutées dans le cadre du groupe local des partenaires de l'éducation par l'AFD ou ASSO EPT? Donc peut-être vous pouvez compléter Julie et oui. Je reste derrière. Ok. Oui, évidemment, c'est un sujet majeur, c'est un sujet de préoccupation au sein des partenaires techniques et financiers, mais aussi au sein du gouvernement. Peut-être le collègue de ASSO EPT pourra en parler mieux que moi, mais aujourd'hui, la présidence du Niger met un accent très très fort pour travailler sur l'éducation des filles, qui est un levier majeur pour travailler sur la démographie, sur énormément de sujets sociétaux importants pour le développement. Et il y a un gros travail qui est fait au sein de l'enseignement secondaire pour ça, puisque c'est vraiment l'âge critique. Et le ministère anciennement ministère de l'enseignement secondaire, désormais ministère de l'Éducation nationale, travaille beaucoup pour ça. On a beaucoup de partenaires qui apportent des financements pour des bourses pour que les jeunes filles soient maintenues à l'école dans de bonnes conditions. Et on est actuellement en discussion. On a une stratégie nationale ici qui est celle spécifiquement dédiée aux femmes et aux filles. Et on a des discussions pour au regard des nouvelles priorités politiques, pouvoir mettre en place notamment l'eau et les infrastructures nécessaires pour que les filles soient maintenues. Ça, c'est une vraie priorité. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, après, au sein de l'AFD, on a quand même d'autres leviers. Hein, mais... bon. Allez-y. Je pourrais augmenter un peu ce que Julie a dit.
Je pense que les nouvelles autorités nouvellement installées, et dans leur programmation, ils savent qu'on a ce problème de mariage précoce des enfants, des jeunes filles, et on a le taux d'abandon des jeunes filles à l'école, et ils sont en train de mettre en place ce que nous appelons les cantines scolaires pour les jeunes filles à l'école. Donc, on est en train de créer des internats pour en regrouper un certain nombre de filles à l'école afin qu'elles soient maintenues le plus longtemps dans le système éducatif au niveau primaire, au niveau secondaire et voire au niveau supérieur l'octroi de bourses à ces filles pour qu'elles puissent accéder à des études supérieures. Parce que vous savez, la question du mariage des enfants au Niger est une question très complexe où nos parents pensent que dès que la fille arrive à l'âge mature, elle doit être mariée, elle doit être chez son mari. Maintenant, pour lutter contre ce phénomène, l'État est en train de créer des internats et le nouveau président a dit qu'il va toucher le problème à la base en créant des internats au niveau de certaines circonscriptions pour maintenir. Et déjà, il y a certaines lois qui protègent aujourd'hui la petite fille à l'école qui ont été votées par l'Assemblée nationale. C'est vrai que c'est un problème qui va prendre beaucoup de temps avant que ça ne soit jugulé, mais je pense qu'il n'est jamais tard pour commencer à voir comment est-ce que nous pouvons diminuer ce phénomène. Voilà ce que j'ai bien voulu ajouter. Merci beaucoup, Ilias, et merci beaucoup, Julie, pour votre intervention et la réponse aux questions. Je vois que Marie, vous avez levé la main, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Je voulais intervenir à la suite de Julie et de M. Alouseni. Nous intervenons au Niger depuis 15 ans dans l'éducation d'enfants ruraux et en particulier de filles. Nous avons créé justement des internats pour les enfants ruraux et en particulier pour les filles. Et je peux vous assurer que c'est un système qui fonctionne extrêmement bien parce que nous arrivons à mener ces filles à 100% au brevet et au baccalauréat et ensuite même pour certaines à faire des études supérieures. Et donc, pour des filles rurales qui, dans la région de Zinder, où nous intervenons, sont mariées, subissent le mariage précoce pour 88% en moyenne des filles, nous arrivons à mener toutes ces filles rurales à 100% jusqu'au baccalauréat sans être mariées du coup. Et on a un taux l'âge moyen des filles que nous accompagnons est de 21 ans. L'âge moyen de mariage des filles que nous accompagnons donc, dans ces études au sein de ces internats est de 21 ans, donc du coup bien au-delà de la majorité au Niger. Voilà, c'était juste pour vous parler de notre expérience. Merci à vous. Merci beaucoup, très pertinent. Et si d'autres personnes souhaitent partager également, voilà, c'est l'objectif, n'hésitez pas. Je sais qu'il y avait une petite question pour Mathieu au niveau de l'Observatoire, une question vis-à-vis de la Suisse. Comment est-ce qu'elle s'inscrivait dans ce que tu avais présenté? Voilà, une question d'Arina de Déaction. Je ne sais pas, ma chère Arina. Les données sont disponibles sur le cadre de l'OCDE. C'est vrai que nous, on fouille la France, on fouille certaines comparaisons de pays, comme vous l'avez vu. En général, on essaie de prendre les pays avec lesquels c'est le plus comparable des donneurs de taille. L'Allemagne, le Royaume-Uni. Donc, je ne sais pas trop pour le cas de la Suisse, je vous avoue. Merci beaucoup. En fait, cette question vient du fait qu'en fait, il y a pas mal de financements de la coopération suisse pour les projets d'aide et action. Et la coopération suisse, c'est un peu l'analogue d'AFD. C'est pour ça d'où vient en fait ma question. Parce que j'ai cette impression que Suisse finance aussi beaucoup de projets en développement dans le monde, surtout en Afrique. Utile, je partage dans le chat le lien de la base de données sur l'aide au développement de l'OCDE, duquel viennent tous nos chiffres et duquel on peut fouiller tous les pays donateurs si on le souhaite. Super, merci beaucoup Mathieu. N'hésitez pas, est-ce que vous auriez des questions, soit à les poser directement, soit à les mettre dans le chat box et je me ferai le porte-parole de votre question, que ce soit pour Mathieu, au regard de l'Observatoire de la Coalition Éducation, mais également auprès de Ilias qui est encore présent. Je crois que Julie devait nous quitter. Donc, oui, moi j'ai une question, Clémentine. Bien sûr. Qui s'adresse au président du GPLE, mais qui s'adresse aussi à Audrey, qui a bien voulu prendre la suite de Julie.
Et puis également à Léa sur la coalition. Donc cette question, vous avez souligné, Elias, que ce serait intéressant de faire des liens entre la coalition éducation au Niger et puis la coalition éducation en France. Comment vous imagineriez ces liens en lien et en articulation avec l'AFD et en lien et en articulation avec la coalition? Merci pour votre question. Je rectifie, je ne suis pas le président du GLP, je suis président de la coalition du Niger, membre du GLP. La présidence du GLP est assurée par les secrétaires généraux des ministères en charge de l'éducation et présentement, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui assure la présidence. J'ai dit comment faire le lien entre la coalition de France et la coalition du Niger. Vous ajoutez un lien avec l'AFD. Je pense que c'est un schéma que nous pouvons réfléchir ensemble. Nous, on pense qu'aujourd'hui, l'AFD est un agent partenaire du fonds du PME au Niger. L'AFD participe au fonds commun sectoriel de l'éducation, même la coopération suisse que la collègue avait soulignée. Et tous ces bailleurs participent également au fonds commun de l'éducation. Je pense que du fait que nous, au niveau du Niger, nous avons une insuffisance de ressources nous permettant de mieux jouer notre rôle, celui de suivi de la mise en œuvre de la politique éducative. Et souvent, il y a aussi le manque d'expertise au niveau national dans nos coalitions. Je pense que la coalition de la France pouvait partager son expertise et pouvait accompagner la coalition à mieux jouer son rôle au sein du GLP et le suivi de la mise en œuvre du PCF. C'est comme ça que moi, je vois un peu le schéma qu'on pourrait aborder au tout début en termes de liens partenarial entre la coalition de la France et celle du Niger. Celui de renforcer les capacités de la coalition du Niger à mieux jouer son rôle. Merci. Merci pour votre réponse. Soit Audrey, soit Léa, vous auriez une réaction par rapport à ces liens possibles? Moi, je peux commencer si vous, Audrey, ça m'est égal. Ah, Audrey, on ne t'entend pas du tout. Léa. Oui, bonjour. Non, mais il n'y a pas de souci. Je veux bien laisser la place à Léa. Non, ok. Et ben alors, je commence. Non, ce qui me semblerait vraiment intéressant pour, pas que pour l'AFD d'ailleurs, mais pour les bailleurs de fonds, c'est vraiment de pouvoir appuyer ces dispositifs d'apprentissage entre organisations de la société civile dans les pays, puisque c'est vrai que parfois, ça peut être difficile en termes de capacité de ressources humaines disponibles pour les OSC de participer à l'ensemble des sous-groupes de travail, des réunions, etc. Ce n'est même pas un job à temps plein. Il faudrait quasiment 3 personnes pour pouvoir suivre vraiment l'ensemble des discussions au niveau technique, plus stratégique, etc. Et donc ça reste effectivement sans doute un point à appuyer pour aussi essayer peut-être de mutualiser les appuis qui peuvent être apportés aux organisations de la société civile. Et c'est pour ça que le travail, je trouve, autour de coalitions est vraiment intéressant parce que ça permet justement d'avoir cette mutualisation et donc ce renforcement. Léa? Oui, merci beaucoup, Audrey. Et ben moi, je me dis plus qu'on a plus à apprendre de vous que ce que vous avez à apprendre de nous. Parce que, non, mais sincèrement, je pense que nous, avec grand plaisir, de toute façon, c'est vraiment une de nos volontés de nous rapprocher, de travailler davantage en collaboration avec vous. Mais je pense qu'on a énormément à apprendre de vous.
et notamment sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire remonter auprès des pouvoirs publics, comment on peut davantage renforcer le travail de discussion, et avec grand plaisir pour élaborer des ateliers ou des documents conjoints, mais je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre de vous, et nous, on serait ravis de pouvoir travailler ensemble, et y compris avec l'AFD, pour faire un travail un peu plus de fond sur ce qui se passe au Niger. Et j'en conclus quand même des échanges beaucoup de positifs. Je trouve qu'au final, on constate que le groupe local des partenaires de l'éducation, d'après ce que vous avez pu nous partager, fonctionne très bien. Qui a en tout cas une volonté du gouvernement de faire de l'éducation de priorité, de renforcer les financements. Donc, c'est aussi très, très intéressant, et il faut valoriser. Mais, et avec plaisir pour effectuer, nous, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on souhaite faire, hein, de pouvoir porter une analyse un peu plus détaillée sur la qualité de l'aide à l'éducation sur un pays comme le Niger. Donc, comme on a entamé un peu ces travaux, avec plaisir pour poursuivre les échanges et voir qu'est-ce qu'on peut produire ensemble et qu'est-ce qu'on peut mener ensemble comme projet. Et associer également l'AFD ou les ministères, ou tous les acteurs qui influencent ou qui contribuent à la politique éducative. Merci beaucoup, Léa, Audrey, pour ces réponses, et Martin pour cette question. Nous avons Véronique Sauva qui souhaite faire un commentaire. Je vous en prie, je vous laisse la parole. Oui, merci. Merci beaucoup. Moi, je voulais revenir, quitter un peu le Niger et revenir sur le premier point, sur le travail de l'Observatoire et les enjeux de financement du secteur de l'éducation. Mais avant, vous remercier, Coalition Éducation, déjà pour le nombre de participants au petit déjeuner d'aujourd'hui. Ça prouve que vous avez fait de ces petits déjeuners des champions de l'éducation une vraie scène de discussion, de partage d'informations, et que la dynamique collective a bien pris. Et je trouve que c'est important de le souligner, parce que finalement, il n'y a pas tant d'instances de dialogue et d'échange sur notre secteur que ça. Donc, merci de jouer ce rôle-là. Sur les travaux de l'Observatoire, Mathieu a bien précisé au début de son intervention toutes les difficultés méthodologiques en fait, qu'on rencontre les uns et les autres pour essayer de mesurer l'effort qui est fait par les bailleurs au bénéfice du renforcement des systèmes éducatifs locaux. Alors, vous avez fait le choix de travailler à partir des données du CAD, qui sont des données de décaissement, de versement. C'est ce qui va effectivement chaque année dans les pays auprès des bénéficiaires. Nous, pour le moment, à l'AFD, on communique surtout sur nos engagements annuels, ce qui est une toute autre lecture de l'effort financier, puisque d'une certaine manière, c'est un effort virtuel, les engagements. C'est ce que nous promettons de dégager comme ressources pour les 4 ans, 5 ans d'exécution du projet en question. Cependant, même nous à l'AFD, je pense qu'on va modifier ou compléter, enrichir nos outils de redevabilité pour communiquer davantage sur l'exécution des projets et les versements effectifs. Donc, je pense que l'année prochaine, on devrait avoir des données pas forcément comparables ligne à ligne, mais en tout cas qui permettent de dialoguer sur cette grille de lecture-là. L'autre point que je voulais juste commenter, c'est la priorité éducation de base.
excusez-moi, il faut que je fasse disparaître mes pop-up. La priorité éducation de base, qui est un terme finalement pas très précis, qui est parfois confondu ou utilisé de manière équivalente pour éducation primaire ou éducation fondamentale, alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, je pense qu'il y a un effort de définition à rappeler de manière systématique. Pour nous, à l'AFD, notre priorité sur l'éducation, c'est bien ce qu'on appelle l'éducation fondamentale, c'est-à-dire le primaire et le collège. Parce que travailler uniquement sur le primaire, on le voit bien, ne permet pas de gérer les flux des sortants, ne permettrait pas non plus de mettre l'accent sur cette population et cet âge éminemment sensible qui est celui de l'entrée dans l'adolescence, et en particulier pour les filles. Et les chiffres que Julie a rappelés sur le Niger sont particulièrement éloquents. On voit bien l'importance des taux d'abandon des enfants et en particulier des filles au moment de l'entrée au collège. Voilà pourquoi c'est et ça restera une des priorités de l'AFD de travailler sur ce segment-là qui est finalement assez peu priorisé par les autres bailleurs. Et puis enfin, le dernier point, parce que je ne veux pas être trop longue non plus, c'était juste pour dire que nous nous efforçons d'avoir une lecture systémique des enjeux d'éducation et qui porte à la fois sur l'appui au gouvernement pour améliorer l'accès des enfants. Donc ça, c'est tout ce qu'on va financer en termes d'infrastructures et d'équipement des écoles. Et on sait, là encore, l'exemple du Niger avec les classes paillotes, à quel point ces infrastructures, avec la disponibilité de points d'eau, de latrines, sont clés aussi pour garder les enfants à l'école. Le deuxième axe, c'est la qualité. Qu'est-ce qu'on apprend ? Comment est-ce qu'on peut améliorer les acquisitions des enfants? Et ça veut dire travailler sur le temps scolaire, sur la formation des enseignants, sur les maîtres communautaires, sur la carte scolaire, l'affectation des enseignants sur le territoire, etc., etc. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire sur ce volet qualité, même si en termes financiers, il représente bien moins, évidemment, que le volet infrastructure. Et puis, le troisième axe, c'est celui de la gouvernance, du pilotage, de l'efficacité de la dépense dans les pays partenaires. On voit bien, Mathieu a rappelé les chiffres, ou toi, Léa, au démarrage, à quel point il y a un gap énorme entre les besoins de financement et la capacité des États eux-mêmes et de la communauté internationale à financer ce secteur. Donc, on a aussi tous collectivement un enjeu à aider les partenaires à améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources dont ils disposent. Voilà, juste ces quelques mots, mais merci encore pour cette session. Bah écoute, Véronique, j'en profite, je te remercie également parce que c'est grâce aussi à la collaboration entre la division éducation et la coalition que le travail commun fonctionne bien. Donc, un vrai merci pour cette collaboration entre l'AFD et la coalition. Merci beaucoup Véronique, merci beaucoup Martin pour ces jolis mots et tous ces points très pertinents, très intéressants. Emmanuel Baye, je te laisse la parole, il me semble que tu avais une question. Oui, merci beaucoup Clémentine, bonjour à tous. Merci de vos interventions toutes de grande qualité. Moi je voudrais juste ajouter un point qu'on ne saurait taire dans cette période actuelle où la loi sur le développement solidaire et la lutte contre les inégalités mondiales est en train d'être voté par nos parlementaires après l'Assemblée nationale et après le Sénat par une commission mixte paritaire, et souligner le point de vigilance que constitue pour la coalition éducation, qui l'a exprimé dans les demandes d'amendement, cette loi développement qui présente des avancées significatives
et notamment en termes de financement précisément, puisqu'elle propose des engagements de la France en matière de financement de l'aide au développement. Et puis, souligner que pour nous, au SGAN CFDT, on est très attentif aussi à la bonne articulation des opérateurs publics. Et il nous semble que ça constitue, c'est une partie importante, ça constitue de l'efficacité de l'aide. Et on voit que dans cette loi, par exemple, Expertise France devient une société par action simplifiée. Elle cesse d'être un établissement public, par exemple. Cette société par action simplifiée, qui demeure un opérateur de l'État, mais avec un autre statut, intègre le groupe AFD. Et donc, ça constitue évidemment des points de vigilance pour nous. Et on voit aussi, et ça a été relevé par la coalition éducation, que l'opérateur de coopération éducative et linguistique France Éducation Internationale n'est pas cité dans la loi, et que ça constitue un oubli aux yeux d'un certain nombre d'acteurs. Il y a aussi la création, sur la base d'une initiative présidentielle, de la Cité internationale de la langue française, qui a vocation, selon le président de la République, à avoir des actions à l'international. Et bref, l'ensemble de ces acteurs gagneront à être bien articulés, de telle sorte que ça participe effectivement à l'efficacité de l'aide en éducation de la France. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ton intervention. Je pense qu'on peut commencer à passer à la conclusion, peut-être, ou alors une toute dernière question, mais je n'en ai pas vu en tout cas pour le moment. Donc, je pense qu'on va pouvoir passer à une conclusion sur tous ces échanges très pertinents et très intéressants. Léa, je te donne la parole. Merci. Effectivement, beaucoup de choses ont été abordées lors de ce champion de l'éducation. Et j'ai envie de retenir beaucoup de positifs. Et je pense qu'on est tous alignés sur ce qu'on a envie de défendre au niveau de l'éducation et vraiment sur le continuum éducatif. Enfin, on te rejoint complètement, Véronique, sur la problématique du décrochage scolaire. Je pense que enfin, voilà, qu'il y a des vrais enjeux et c'est vraiment ce qu'on porte. Et c'est vrai que nous aussi, quand on parle d'éducation de base, on est aligné sur l'AFD. Donc, c'est éducation fondamentale, primaire, pré-primaire et premier niveau du secondaire. Donc, ça inclut aussi la problématique du maintien des jeunes à l'école. Et surtout, ce que j'ai envie de retenir, c'est les possibilités de partenariat et de poursuivre des temps d'échange et de discussion pour pouvoir défendre les causes qu'on porte tous ensemble et qu'on les porte conjointement pour essayer d'avoir le plus d'impact, que ce soit après aussi porter ensemble un plaidoyer auprès des acteurs du développement plus large pour veiller à ce qui priorise davantage l'éducation ou faire en sorte en tout cas à ce que les financements soient alloués de manière efficace et utilisés de manière efficace. Donc voilà, je pense que c'est un des enjeux fondamentaux. Et je propose qu'on poursuive les échanges sur cette problématique. Et je pense aussi que ça permet de faire le lien avec le prochain champion de l'éducation qui sera dédié à la thématique de l'évaluation et de l'impact. Donc, si d'ici là, on arrive peut-être à travailler sur... on peut poursuivre aussi sur le cas du Niger avec voir comment on peut évaluer ou mesurer l'impact des programmes éducatifs ou des interventions éducatives sur le terrain en partageant des bonnes pratiques. Nous, on a commencé à échanger avec le F3E. Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir le F3E parmi nous lors de ce prochain rendez-vous et de voir comment on peut renforcer les capacités sur les questions, les enjeux d'évaluation et de mesure d'impact au niveau des interventions d'éducation. Et encore un plaisir et un grand merci à la division éducation d'avoir pu se rendre disponible pour cette session des champions de l'éducation parce qu'on sait que votre agenda est très chargé et merci à la coalition
Asso Éducation pour tous et à tous les participants pour votre fidélité aux champions de l'éducation. Merci beaucoup, Léa. Je laisse un petit mot de fin pour Martin. Oui, peut-être pour dire que on a posé en début de champion de cette session le contexte de la crise sanitaire. Et si on parle de financement de l'éducation, on avait déjà, avant cette crise, des enjeux majeurs en termes de façon globale, en termes de formation des enseignants, en termes de qualité, en termes d'inclusion des populations les plus fragiles. Mais la crise sanitaire, je le disais en début, provoque des effets avec des chiffres qui peuvent être un petit peu renversants. Donc, ça nécessite une mobilisation accrue de l'ensemble des acteurs, notamment si on se projette dans une perspective liée aux ODD, à l'ODD 4, mais on pourrait aussi citer, et on l'a vu dans le travail d'aujourd'hui, l'ODD 17 sur le partenariat. Donc, vraiment, on a tous un travail à faire de plaidoyer, et pas simplement la coalition éducation, pour le secteur de l'éducation et en premier de l'éducation fondamentale. Ensuite, on pourrait aussi se dire que dans l'évolution de notre travail entre l'AFD et la coalition, on le voit aujourd'hui, il y a une première étude de cas avec le Niger. On pourrait imaginer aussi avec la mise en place des directives. Micro, Martin. Martin, on t'entend plus. Vous m'entendez à nouveau? Oui. Donc, je ne sais pas, Léa, on en est resté où dans ce que je disais? Qu'il y avait avec la mise en place des directions régionales. On pourrait aussi imaginer pour l'avenir donc des petits déjeuners thématiques ou géographiques et pas là pour le coup uniquement sur un pays, mais sur une sous-région. Donc, il y a des perspectives de travail en commun, il faut les poursuivre et tu l'as dit, Léa, il y a des thématiques qui s'annoncent sur l'évaluation, l'impact, mais aussi sur l'éducation et l'environnement. Au regard des enjeux climatiques, il est indispensable de réfléchir et travailler à comment intégrer les enjeux environnementaux à l'éducation pour sensibiliser les nouvelles générations. Bref, on a beaucoup de travail et vous êtes autorisés maintenant à vous faire un café et à manger un croissant. C'est toi qui gères la livraison, Martin, parce qu'on les attend. Voilà. Un grand merci à tous et à très bientôt. Octobre, hein, c'est ça, Léa, pour le prochain champion. 22 septembre. Fin septembre, et puis ensuite ce sera novembre pour l'éducation et l'environnement. Exactement.